Je rappelle l'histoire de la grammaire de manière très cursive, enveloppant dans les siècles, parce qu'au départ, c'est une préoccupation de philosophes, mais des philosophes géniaux quand même. Il y a Platon, il y a Aristote, et qui lancent un courant pendant 2000 ans de grammaire philosophique sur laquelle nous vivons encore. Et j'ai rappelé que quand nous disons, et ce sont des termes qui ont toujours cours dans nos grammaires, quand on parle de substantif, c'est sub, ce qui est en dessous. C'est de la philosophie, ça. Et quand on parle d'adjectif, c'est ce qu'on met comme ajout. Et proposition, par exemple. Donc, ce sont des termes sur lesquels nous vivons toujours. Proposition, c'est en logique classique, c'est ce à quoi on peut attacher une valeur de vérité. Modalité oui. Aussi qu'on utilise peut-être moins, mais enfin qui est aussi un terme philosophique. Oui, modalité, bien sûr. La logique modale, qui est la logique des propositions, la logique des modalités. Et le mode, alors, de la conjugaison française, qu'on comprend mal en général, parce qu'on croit que ça vient de manière, mais en fait, ça vient de modalité. Bon, où en était-je, vous disais... Oui, au fond, la question, c'est, encore une fois, on retrouve l'oralité d'abord de la langue, et qu'il faut essayer de conceptualiser d'une certaine manière. Écoutez, on ne saurait imaginer les affres par lesquelles ont dû passer les premiers descripteurs. Ils perçoivent, la langue que nous sommes en train de parler, c'est une espèce... Il n'y a pas de coupure là-dedans. Donc ils ont dû d'abord faire des coupures. Et puis ces coupures, il a fallu les transcrire par blocs, et puis découper ces blocs en lettres. Bon, c'est une technique assez fruste au départ, et la grammaire commence véritablement quand elle devient une préoccupation scientifique. Car qu'ont remarqué Platon puis Aristote, c'est que tous ces mots qu'on avait réussi à découper, ils présentaient des ressemblances. C'est ce qu'on a appelé les partes rationales, c'est-à-dire les classes de mots. Et pendant des siècles, et jusqu'à la grammaire scolaire actuelle, on a vécu sur ces classes de mots, à tel point que c'était... Petit à petit, on en a découvert 8, je ne vais pas vous les énumérer, mais le nombre de 8, le chiffre, est devenu symbolique, à tel point que lorsque un grammairien latin a dû retirer des classes de ses prédécesseurs grecs l'article, il n'y a pas d'article en latin, il voulait garder absolument le nombre de 8, et c'est pourquoi il a introduit l'interjectio, traduite en français interjection, mais qui va rester dans les classes à partir du moment où on réintroduit l'article dans la description du français. Donc voilà, toute cette grande recherche sur les classes de mots qui fait qu'Erasme s'en amuse, n'est-ce pas? Vous avez peut-être vu ce passage dans l'éloge de la folie. Parmi les fous, il y a des grammairiens qui essayent de mettre exactement dans les classes les conjonctions, les adverbes, les prépositions. Mais au fond, c'est la même attitude que par rapport à l'orthographe. Je veux dire, certains s'en soucient comme Colin Tampon, notamment Louis XIV, on l'avait vu. Bon, Erasme se moque de la grammaire. Mais enfin, ça c'est devenu à ce moment-là une discipline qui a des prétentions scientifiques, tandis que l'orthographe n'a pas cette prétention au départ, en tout cas. Et bon, cette grammaire va vivre à travers tout le Moyen-Âge. Vous savez, il y a une activité qu'on ne connaît plus, l'activité des modistes médiévaux, et qui est une science terrible, très difficile, quand on les relit. Moi, je ne les ai pas relus personnellement, mais j'ai dirigé un mémoire qui en parlait. Et il y a là toute une activité intellectuelle d'une grande qualité, et parfois d'une grande folie, parce que, bon, je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais voilà, la grammaire va surtout entrer en contact avec des préoccupations qui ne sont plus des préoccupations philosophiques, mais qui sont des préoccupations rhétoriques, esthétiques et normatives. Oui, c'est ça, ce que vous appelez les affluents. Les affluents, à côté du courant principal. Mais on peut quand même établir que, à ces philosophes, et notamment les Grecs, on doit leur reconnaître qu'ils ont effectivement identifié un certain nombre de choses sur lesquelles nous fonctionnons toujours. Exactement. Donc les bases, c'est chez eux qu'on doit les trouver encore. Les parthèses rationnistes dont vous parliez. Et oui, c'est chez eux. On vit encore sur
sur cet acquis, je dirais parfois hélas. Mais ça, nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Oui, ceci dit, dans le monde hellénistique, et en particulier à Alexandrie, on voit déjà une chose qui va traverser l'histoire, la querelle des anciens et des modernes. Vous insistez déjà là-dessus. Il y a des gens qui sont qui sont, disons, tolérants au changement, et il y en a d'autres qui ne veulent absolument pas en entendre parler. C'est le cas de le dire. oui, c'est ça. Comme vous dites, les anciens et les modernes, ceux qui veulent qu'on écrive. Bon, techniquement, c'est les analogistes et les anomalistes. Et les anomalistes, et qui sont donc ouverts aux innovations. Mais ça me sert surtout à franchir de manière cavalière les siècles, parce que cette grammaire puriste, c'est en France qu'on va la trouver avec Vaugelas au XVIIe siècle, qui préconise le bon usage. C'est lui qui crée l'expression. Oui, mais bon, il a une vision très stricte. Aristocratique. Voilà, absolument. Élitiste, encore une fois, aristocratique, normative. Je crois que c'est le mot qui... Et socialement, c'est le bon usage de la cour, dit-il. Oui, et même, ça ne suffit pas. Oui, et les meilleurs de la cour. La partie la plus éclairée de la cour de France. Donc vous voyez, ce sera le modèle qu'on va fixer à la langue française, qui va gagner là ce statut qu'elle conserve en grande partie d'une langue aristocratique. Et on est en plein milieu du XVIIe siècle, hein, déjà. On est au XVIIe siècle et les grands écrivains sont ceux qui ont cette tenue, et même les moins grands, comme Scarron, etc. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de... Le roman comique, malgré tout, sacrifie à ce purisme, cette tenue linguistique. Et ça va amener alors, et c'est ce qui me sert de pivot, la conception normative. C'est-à-dire qu'on va passer très vite de la description à la prescription. Et à la proscription. Proscription aussi, oui. Avec un embourgeoisement, c'est ça, au XIXe siècle, mais qui va se poursuivre au XXe, et dont vous identifiez un certain nombre de représentants. Pas difficile, hein. Oui, pas très loin d'ici, si je puis m'exprimer comme ça. Le bon usage, le bon usage, c'est celui des bourgeois, vous en parliez tout à l'heure. Le bon usage, c'est aussi, dit Grevis, c'est de lui qu'on parle, celui des bons écrivains, mais quelle est la qualité de bon écrivain? C'est d'écrire selon le bon usage. Et vous voyez très bien les écrivains que cite Grevis, déjà beaucoup moins le beau-fils Gauss, qui a ouvert ces témoignages. Mais on voit très bien que les écrivains, il faut dire, c'est une époque où il n'y a pas d'informatique non plus. Et en fait, Grevis nous donne comme exemple les écrivains qu'il lit et qu'il aime, et qui sont des écrivains bourgeois. Avec la Révolution française aussi, encore une fois, on va voir, je veux dire, il y a un parallélisme fatalement avec ce qu'on a évoqué à propos de l'orthographe aussi. Je veux dire qu'il faut un français qu'on écrit partout de la même manière. Il va falloir aussi faire la chasse au dialecte, parce que, bon, qui parle le français à la fin du XVIIIe siècle Ce sera le rôle de l'abbé Grégoire. Il faut éradiquer les patois. Mais... y compris les patois flamands, on oublie tentative en tout cas. Mais c'est la même chose. Pour la conception de l'époque, il y a ce qu'ils appellent pas patois, d'ailleurs, ils parlent de jargon, qui a un autre terme, un autre sens, qui est le terme technique, de langage, de professionnel. Mais pour l'abbé Grégoire, les patois véhiculaient la superstition. Le Moyen-Âge, la féodalité. Donc, pour les Lumières, c'était le français. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, le français était aussi... on parlait à Moscou, ou à Saint-Pétersbourg plutôt. Oui, à Vienne, voilà. Donc, quand les Français luttent, et vous faisiez allusion, c'est même pas une lutte, ils considèrent que ça va de soi. Il faut éradiquer les patois, alors pour eux, patois wallon, patois... flamand, voilà, c'est toujours du patois. Français qui va... j'ai une citation d'Amoret et Pichon que je me suis déjà plu à faire à l'université de Gand, lors d'un colloque qui était consacré à ces grammairiens d'Amoret et Pichon, où il dit que
les mouvements flamingants vont, hélas, retarder l'évolution du flamand vers le français. Et il devrait être réduit à l'état de patois du français. Donc, c'est même pas une autre langue pour eux, c'est des patois du français. C'était une conception qu'ils défendent encore dans les années 30. Oui, ceci dit, on va quand même rapidement faire ça devient la langue nationale de la Belgique en 1830, le français. Ah et on va faire la chasse. C'est la seule langue officielle. Oui, et on fait la chasse. La Constitution rédigée en français. Mais comme quoi l'histoire, je veux dire, a parfois des circonvolutions étonnantes. Je veux dire qu'on fait d'abord, très rapidement, dès le milieu du 19e, la chasse au belgicisme. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est à la suite de la séparation. Donc nous avons été français, jusqu'à Napoléon. Et, puis hollandais. Et puis hollandais, mais là, ça n'a jamais marché. La tentative de Guillaume de néerlandiser s'est heurtée à une hostilité foncière, y compris les Flamands. Y compris les Flamands. Oui, ce qui n'est pas peut-être sans influence sur cette fameuse indépendance finale, si je puis dire. Bien entendu, et puis n'oubliez pas, les idées de la Révolution française, c'était des idées généreuses tout de même, c'était liberté. Égalité. Dans un premier temps, on voulait ajouter propriété. Oui. Bon, mais disons que le français apparaît comme une langue nationale en Belgique en 1830. C'est la langue officielle. Et dès lors, mais comme on est coupé de la France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus le renouvellement automatique du grand pays francophone. Donc, chez nous, on va vivre un peu en vase clos. Les gens sont souvent étonnés de savoir qu'en Belgique, par exemple, nous avons beaucoup d'archaïsmes. Et qu'on nous reproche parfois comme des belgicismes, mais qui sont en fait des choses qui se sont conservées. Je pense à des mots comme endéant, par exemple, ou bien comme déforcé. Mais je pense que c'est encore peut-être davantage valable, par exemple, pour le Québec. Oui. Ou même jusqu'à un certain point, certains endroits de Louisiane, par exemple. Ils étaient encore plus éloignés de la France que nous. Mais donc, vous voyez, chez nous, on est coupé du renouvellement continu français. On vit un peu en vase clos. Parmi les archaïsmes les plus fameux, c'est l'emploi de savoir au lieu de pouvoir. En fait, ce n'est qu'un archaïsme. On croit que c'est un flandricisme, mais c'est surtout un archaïsme. Et dès lors, comme la frontière linguistique s'ouvre au nord, nous allons aussi accueillir des tournures flamandes. Et tout ça va donner une coloration particulière qui va susciter des protestations, c'est ce que vous évoquez. Il faut lutter contre les flandricismes, les wallonismes, et puis tout ça, en général, ce sont les belgicismes. Et vous avez une série d'ouvrages qui sont... ne dites pas mais dites. Oui, ne disez pas disez. C'est ça. Corrigeons-nous. Chasse au belgicisme. Vous savez, ça a duré jusque dans les années 70. Il y a eu 2 ouvrages de Hans et consorts qui ont connu ici, parce que le Belge était un peu masochiste, qui ont connu un grand succès, chasse au belgicisme. Et puis aujourd'hui, c'est démodé. Oui, non, c'est le contraire, c'est maintenant, ça s'est renversé, oui, c'est ça. C'est une singularité, c'est une richesse. Oui, voilà. Et les dictionnaires, enfin bon, on les décrit, et on revient à une pratique plus descriptive, avec parfois des sous-entendus, je veux citer personne, mais qui sont aussi des sous-entendus politiques, c'est-à-dire restons belges, quoi. Oui. Parlons comme nous.